Merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne pour votre émission Dimanche en politique. Alors au sommaire, cette semaine, top départ pour les élections européennes. Les têtes de liste sont désormais connues, la campagne peut commencer. Et puis un rapport explosif sur le temps de travail des fonctionnaires et le gouvernement qui dévoile ses pistes de réforme de la fonction publique. Bras de fer en vue entre les syndicats et le gouvernement. Enfin, notre politologue Thomas Frinaud évoquera dans sa chronique la transformation des conseils départementaux. Alors pourquoi ce thème ? Eh bien, l'indice se trouve dans ce dessin de Loïc Schwartz. Notre invité cette semaine se trouve tout à droite, mais son cœur bat à gauche, son cœur politique. Cinderella Bernard, bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Alors vous êtes conseillère départementale des Côtes-d'Armor et candidate aux européennes sur la liste du Parti communiste français, d'où cette galerie de portraits évidemment. Alors Karl Marx, c'est un peu trop vieux pour vous, hein, on est d'accord, mais Georges Marchais, ça doit peut-être vous évoquer quelques souvenirs d'enfance. Est-ce que c'est une figure qui vous a inspiré, qui vous a poussé peut-être aussi à l'engagement communiste ? C'est une figure qui a marqué, le communisme en France, c'est évident. Je note que je suis la figure du 21e siècle, ça me fait beaucoup d'honneur quand même. Hein. Mais pourquoi pas ? En tout cas, on vous souhaite un tel destin. Reste que, malgré finalement les crises à répétition, on est dans un monde où le capitalisme triomphe presque partout. Quel est le sens d'un engagement communiste aujourd'hui ? Alors le capitalisme triomphe, déjà c'est presque une première question en soi. Pourquoi il triomphe aujourd'hui alors qu'on a des crises sociales à répétition ? On peut se poser la question. J'aurais une partie des éléments de réponse, à savoir le fait que les communistes que nous sommes, avec le nombre d'élus que nous avons, nous sommes sous-représentés médiatiquement dans les débats qu'il peut y avoir, dans les combats que l'on peut mener. Oui, mais ce que je veux dire, c'est le capitalisme semble avoir définitivement gagné. Donc comment est-ce qu'on peut se revendiquer communiste aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut convaincre les gens ? Vous pensez que le capitalisme a gagné quand vous voyez les mobilisations sociales, les gilets jaunes mobilisés depuis plus de 4 mois, tous les week-ends, les blouses blanches, les enseignants qui vont se mobiliser encore ce week-end. Vous pensez sincèrement que le capitalisme a gagné ? Donc pour vous, il y a une alternative, ça peut être le communisme. Le communisme est l'alternative. Le communisme, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, et peut-être avec l'idée qui était lancée dans ce triptyque en début d'émission, n'est pas un parti vieux, ancien. Oui, il est ancien par l'année de sa création. Il est effectivement créé depuis 1920, mais pour moi, il est le parti le plus moderne que la France n'ait jamais connu. Alors, je vais quand même vous taquiner là-dessus, parce que, prenons l'exemple des jeunes, là, aujourd'hui, qui s'éveillent un petit peu à la conscience politique, à une campagne européenne qui arrive. Ils n'ont pas connu le RSS, ils n'ont jamais eu de ministre communiste au gouvernement, ils n'en ont jamais vu. Le mot communisme, pour eux, c'est un peu vieillot, c'est même synonyme de livre d'histoire. Les seuls modèles qu'ils ont de communisme vivant, on l'a vu tout à l'heure, c'est Xi Jinping, la Chine ou encore la Corée du Nord. Alors quand on arrive, comment est-ce qu'on les séduit en leur disant « Ouais, le communisme, ça vaut la peine d'y croire ». Alors c'est peut-être une représentation que vous avez, mais est-ce que c'est la réalité ? Pas forcément. Alors quelle est-elle la réalité ? Eh bien, il y a un sondage qui est paru en 2018 qui montre que 32% des jeunes de 18 à 24 ans sont aujourd'hui très intéressés par les idées communistes. Et aujourd'hui, il y a un sondage qui montre aussi qu'on est crédité à 12% des intentions de vote des jeunes de 18 à 24 ans. Donc c'est dire que le communisme aujourd'hui n'intéresse pas les jeunes, c'est entièrement faux. Je crois qu'au contraire, aujourd'hui, les jeunes s'intéressent aux idées communistes, aux idées progressistes que nous portons. Alors l'espace politique, à la gauche, on va dire, du Parti socialiste, pour mettre un repère, c'est la France insoumise qui semble avoir capté. Lutte ouvrière, le nouveau parti anticapitaliste, et votre parti, le Parti communiste français, semble un peu avoir été réingardisé par cet homme, Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous, personnellement, l'aventure France insoumise, est-ce qu'elle vous a tenté ? Et sinon, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous distingue finalement des valeurs peut-être défendues par la France insoumise ?
Alors très sincèrement, non, elle ne m'a jamais tentée. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une force politique qui existe et qui porte ces idées progressistes. En fait, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare entre la France insoumise et les communistes. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'on a été ensemble à un moment donné avec le Front de gauche. Et ça, c'était une belle invention. Moi, j'y croyais vraiment beaucoup. Et c'est dommage qu'on se soit divisé après les présidentielles. Parce qu'on avait appelé d'ailleurs, et j'ai appelé à voter Jean-Luc Mélenchon, je lui ai même donné mon parrainage pour lui permettre d'être candidat. Il a été candidat grâce aux communistes, on lui a apporté plus de 400 parrainages. Et je crois que ce qui a fait la force de la France insoumise, c'est la qualité oratoire de Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je suis convaincue du Parti communiste parce que c'est un parti qui n'a jamais dévié dans ses idées, dans sa façon d'agir, qu'on soit militant ou élu. On intervient partout avec les mêmes objectifs, avec les mêmes idées progressistes d'émancipation de l'humain et de préservation de l'environnement. Et à partir de ce moment-là, j'ai toute ma confiance au sein du Parti communiste. Alors, on voit des images des gilets jaunes. C'est quelque chose qui m'interpelle quand même. L'électorat naturel, finalement, des communistes, ce sont les classes populaires. Mais elles vous ont abandonné, hein. On le voit encore dans le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement plutôt apolitique. Comment l'expliquez-vous? Dites ça à Marie-Hélène Bourlard, à Mamadou, à Massoud... qui sont sur votre liste, et Lina Dumont, qui sont 3 candidats donc sur la liste conduite par Yann Brossa et qui sont dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Non, les Gilets jaunes ne sont pas aussi apolitiques que ça. Moi, j'ai fait la manif du climat, notamment à Lannion, et il se trouve que certains Gilets jaunes sont venus parler avec moi et ont souhaité me rejoindre sur le podium pour faire le discours. Et il y a même Laurence qui a pris le drapeau du PCF. Donc, il n'y a pas autant d'éloignement que l'on voudrait faire croire entre les Gilets jaunes et le Parti communiste, puisque nous défendons les mêmes causes. Alors, avant d'évoquer l'Europe, quand même, une question morale à présent. Le quotidien Le Monde et plus récemment l'Hebdo, le Nouvel Observateur, ont publié des témoignages de jeunes femmes victimes de violences sexuelles au sein du mouvement des jeunesses communistes. Le Parti communiste, quand même, il se distinguait justement peut-être pour son image féministe. Alors, est-ce que c'était une illusion finalement ? C'est pas une illusion, mais c'est dramatique ce qui s'est passé. C'est vraiment, on est tous horrifiés par cette situation et que ça se passe en plus au sein de notre parti. Nous sommes un parti féministe. Nous avons mis en place la première femme élue en 1920 justement. C'était une candidate des Pennes-Sardines, une ouvrière. Et donc de voir effectivement que ça puisse se produire chez nous, ça nous choque profondément. Alors on a mis un certain nombre de choses en place depuis, on a eu, même avant, puisqu'on avait déjà commencé il y a de cela 2 ans, des commissions, les personnes ont été entendues et on travaille en partenariat avec une association extérieure pour pouvoir recueillir tous les témoignages aussi. Donc on met un certain nombre d'outils, c'est la tolérance zéro aujourd'hui dans notre parti, comme elle l'a toujours été. On regrette que ces personnes ne s'est pas senties soutenues à un moment donné, mais ça doit nous interpeller sur ce qui se passe en ce moment dans notre société, parce que c'est tous les mouvements des jeunes qui sont touchés aujourd'hui, c'est pas uniquement le Parti communiste, ce sont tous les mouvements, et ça doit nous interpeller aussi sur notre société actuelle, qui est notamment très patriarcale dans ses représentations, mais également sur les lois qui ont été votées très récemment, donc en août 2018, et qui sont profondément, et qui ont été d'ailleurs dénoncées par une association européenne, car elles sont profondément régressives en termes des violences sexuelles qui peuvent être faites. Qu'est-ce que vous leur reprochez rapidement ? Rapidement, en fait, aujourd'hui, une violence sexuelle, en fait, peut être rétrogradée au terme d'atteinte qui fait qu'en fait, il n'y a plus forcément de droit pénal qui s'applique derrière. Vous voyez, et donc là, c'est fortement régressif. Il y a aussi le fait qu'un enfant de moins de 15 ans ne soit pas forcément reconnu dans son irresponsabilité par rapport à un viol qui pourrait lui être commis. D'accord, on a compris, voilà. Il y a encore des marges de progrès sur ce sujet. Alors parlons d'Europe à présent. Hier, des lycéens de Rennes et de Dinan ont accueilli un drôle de prof dans leur classe. François Hollande, ex-président de la République, est venu leur raconter l'histoire de la construction européenne. Un cours pas comme les autres, regardez.
On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant, écrivait Prévert, et à celui qu'il fait en revenant, pourrait ajouter François Hollande. Dans les couloirs du lycée, l'ancien président est accueilli comme une rockstar, mais prévient tout de suite, il n'est pas venu faire de la politique. Moi, je ne viens pas ici livrer mon opinion, je ne viens pas faire un travail de débauchage ou de mobilisation électorale. Non, je viens simplement montrer ce qu'un président a fait. Tout est parti d'une vidéo postée par l'ancien président. Il proposait de venir parler d'Europe. Simon a aussitôt répondu. Je pense que l'Europe, c'est un projet très important qu'il faut qu'on continue de soutenir, surtout les jeunes générations comme nous. Alors, le professeur Hollande raconte l'Europe, sa construction, les traités, ses réussites et ses difficultés, de l'intérieur. Le prof, d'habitude, il fait ses cours normalement, mais là, un président qui nous raconte ainsi des éléments de son passé, ça nous paraît beaucoup plus intéressante, quoi. C'est une bataille, l'Europe. Elle n'est pas venue comme ça d'un seul mouvement. Il a fallu que, génération après génération, on ait pu, les uns et les autres, au-delà même des convictions, en faire un espace de paix, de liberté. Et ça se protège encore aujourd'hui. Mais si François Hollande n'est pas venu parler politique, les lycéens, eux, ont des questions politiques. Emmanuel Macron a fait partie de votre gouvernement. Comment jugez-vous sa politique aujourd'hui et y retrouvez-vous une certaine continuité avec votre ligne politique? Le sourire en dit long, la réponse aussi. Tout successeur veut se distinguer de son prédécesseur. C'est bien légitime, on veut faire différemment. Donc, on va dire, mais Emmanuel Macron fait à la fois différemment sur la méthode et différemment sur les choix politiques. François Hollande parle gilet jaune, migration, quand tombe une dernière question sur son avenir, politique évidemment. Si on ne me la posait pas, peut-être que je m'interrogerais, et quand on me la pose, je la décline. Alors, l'élection de nos députés européens aura lieu le 26 mai. Vous êtes candidate donc en position non éligible sur la liste du Parti communiste, menée par Ian Brossat. Alors, Ian Brossat, on le voit à l'image. Eh ben non, on ne le voit pas, excusez-moi. Alors Ian Brossat, on essaiera de le montrer un petit peu plus tard. Et donc c'est votre tête de liste. Côté sondage, par contre, c'est pas très bon. La République en marche et le Rassemblement national caracole en tête, on le voit. Les Républicains sont en embuscade. Vous êtes dans la deuxième partie de tableau. Voilà, crédité d'environ 2,5% des intentions de vote. Alors, parlons du projet européen que vous défendez avec cette liste. C'est quoi pour vous une Europe communiste ? Permettez-moi quand même de dire que c'est assez édifiant d'être ici représentant la liste communiste et de ne pas avoir la photo en visuel de Ian Brossat. Vous l'aurez compris, c'est une erreur, parce qu'elle était prévue, vous l'avez compris. C'est une erreur qui est assez fréquente, hélas. Et c'est quand je vous dis qu'à un moment donné, on manque de représentation dans les médias, eh bien, ce sont des situations comme celle-ci qui nous rendent invisibles et difficilement audibles. Donc, je me permets de vous faire cette remarque. Je comprends, mais vous convenez que nous vous avons invité déjà et que j'avais l'intention dans mes mots de présenter à nos téléspectateurs. On va essayer, comme je vous le disais, Ian de Brossat montrer Ian Brossat, est effectivement notre tête de liste. Il est adjoint à la mairie de Paris. Il fait un travail extraordinaire sur le logement social et l'accueil des réfugiés. Il est l'idée que je me fais, moi, du communisme. Et de son renouveau, puisque c'est un candidat jeune. Et c'est un candidat plus jeune que moi, vous voyez, donc oui, jeune. Et donc il insuffle une belle dynamique. On part vraiment sur une belle campagne, on fait de belles rencontres sur le terrain. Alors 2,5% aujourd'hui, oui, ce sont des sondages, je vous disais tout à l'heure sur un autre sondage, on est à 3%. Ce qui est inquiétant, en revanche, c'est le fait qu'on est en tête, une fois de plus, En Marche et le Rassemblement national. Moi, je m'inquiète vraiment dans le traitement de la vie politique aujourd'hui. Voilà, merci. Le voilà. Ian Brossat. Et dans la vie politique aujourd'hui, parce que, prenez l'émission politique de France 2, par exemple, où il a fallu qu'on bataille pour être présent.
Marine Le Pen a été invitée 14 fois en 10 ans. Le secrétaire national du PCF, 0 fois. Voilà, c'est ça notre réalité. Et aujourd'hui, effectivement, les personnes qui regardent la télé ne voient que la possibilité de La République En Marche et du Rassemblement National. Mais si demain le Rassemblement national arrive vraiment à être élu, il ne faudra pas qu'on se pose des questions sur la façon dont on a traité les choses, parce que c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai 4 enfants et je ne veux pas qu'ils connaissent l'extrême droite aujourd'hui au pouvoir, ni en France, ni en Europe. Et il y a déjà trop d'États qui ont à leur tête des nationalistes et l'extrême droite. Le message est clair, il est envoyé. Mais maintenant, si on parle un peu du programme quand même, parce que on a très peu de temps. Quels sont les dossiers spécifiquement bretons que vous aimeriez voir défendre au Parlement de Strasbourg ? Il y a plusieurs choses en fait. Au niveau européen, nous, ce que l'on veut surtout, c'est réussir à abolir les traités libéraux européens, notamment c'est Maastricht. C'est la règle des 1%, des 3% de déficit autorisé du PIB autorisé par l'Europe, qui en arrive en Bretagne et comme ailleurs à la suppression des services publics. Et d'ailleurs, Marie-Pierre Vieux, députée européenne, a fait un audit sur le sujet, sur 4 États, pour justement évaluer les conséquences d'une telle mesure. C'est la concurrence libre et non faussée qui fait qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui se délocalisent. À Lannion, dans les Côtes-d'Armor, là où j'habite, c'est Nokia qui va supprimer une 50aine d'emplois et qui aura des emplois délocalisés en Pologne. Donc on veut une Europe où le travail est égal partout, avec donc un SMIC européen pour arrêter cette concurrence entre les salariés et permettre justement au travail de se maintenir chez nous. Mais il y a aussi la problématique agricole, et avec un enjeu fort sur le Brexit notamment, et la politique agricole commune, où là, l'Europe aujourd'hui, libérale d'aujourd'hui, souhaiterait baisser son budget de la politique agricole commune pour, à l'inverse, ajouter du budget sur l'armement. Vous imaginez un petit peu, alors qu'on a en France près d'1 agriculteur sur 3 qui se suicide. C'est ça la réalité. Donc on veut une Europe qui s'occupe de l'humain et qui s'occupe de l'environnement aussi, parce que c'est une problématique majeure et que les deux sont liés. Priorité sur l'humain. Alors mercredi, au Conseil des ministres, la réforme de la fonction publique a été lancée. Réduction du nombre d'instances de dialogue social, recours accru aux contractuels, encouragement à la mobilité, rémunération au mérite. 35 heures de temps de travail, voilà les pistes évoquées par le gouvernement, avec en toile de fond un objectif: diminuer le nombre de fonctionnaires. Bras de fer sur les effectifs. D'un côté, tous les syndicats de fonctionnaires dans la rue pour clamer leur refus de la réforme. De l'autre, le gouvernement qui tient bon sur les chiffres. L'objectif de 120 000 est un objectif maintenu et tel que le président de la République s'était engagé pendant sa campagne. Concrètement, dans la fonction publique d'État, le gouvernement veut supprimer 50 000 postes d'ici 2022. Aujourd'hui, plus de 6 000 ont déjà été supprimés. Dans la fonction publique territoriale, l'objectif est de 70 000 postes. Le gouvernement estime que chaque année, 13 000 sont supprimés. Seul secteur épargné par cette réforme, le milieu hospitalier considéré déjà à flux tendu. Mais l'exécutif peut-il raisonnablement tenir cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron? Pour la majorité, tout est question de méthode. On est en train de réorganiser et on peut du coup se donner des vraies marges de manœuvre. Il y a la question du temps de travail, il y a la question aujourd'hui, quand on fait la réforme du prélèvement à la source, eh bien, on a moins besoin, par exemple, de fonctionnaires pour étudier des déclarations. À droite, on considère que c'est mission impossible. Ce n'est pas parce que vous supprimez un niveau ou une agence que vous allez supprimer les fonctionnaires. Il y a un statut derrière de la fonction publique. Les territoires ont été un peu déshabillés et par conséquent, il va y avoir des résistances. Mais très franchement, on n'arrivera pas aux résultats qu'ils ont promis. La gauche va plus loin. Elle condamne le principe même des suppressions de postes en pleine crise des Gilets jaunes. Les Français n'ont pas demandé moins de services publics dans ce grand débat. Il y a une vision très étriquée, très convenue, très libérale des choses. Le gouvernement espère faire adopter le texte avant l'été pour une application dès le 1er janvier 2020.
Thomas Frinaud, notre politologue, nous a rejoint sur le plateau. Dans un instant, il nous expliquera le rôle d'un conseil départemental et les défis auxquels est confrontée cette institution. Mais avant, Cinderella Bernard, j'aimerais avoir votre avis sur ce débat là autour du temps de travail des fonctionnaires. En début de semaine, il y a un rapport qui a été publié et qui dénonce des anomalies. Il serait au moins 190 000 fonctionnaires à travailler moins de 35 heures par semaine sans réelle justification. Alors, on se rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, Alain Cadec, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, dans lequel vous siégez, imposait aux agents du département de travailler 35 heures par semaine. Alain Cadec a-t-il eu raison de combattre finalement les organisations syndicales pour faire respecter les 35 heures dans le département? D'abord, je veux réagir sur le propos, la présentation. Des anomalies. Des anomalies. Non, il n'y a pas d'anomalie. Dans le sens où il n'y avait pas de réelle justification par rapport à la pénibilité, par rapport... Ça a été une volonté rapport... politique, à un moment donné, de réduire le temps de travail des fonctionnaires. C'est ça la réalité. Pourquoi on a voulu, à un moment donné, là où on a été élu, où les progressistes ont été élus, partager le temps du travail, réduire le temps du travail? C'est pour le partager. Et le partager pourquoi? Pour créer de l'emploi. Prenez justement la situation du département des Côtes-d'Armor. Le fait qu'on soit à 1554 heures a permis de créer plus de 100 emplois sur le département des Côtes-d'Armor. Donc aujourd'hui, effectivement, ces 100 emplois-là sont supprimés petit à petit avec le non-remplacement des départs à la retraite. Donc non, effectivement, nous avons combattu ce projet aux côtés de l'intersyndicale parce que nous défendons l'idée du partage du temps de travail. On souhaiterait même le ramener à 32 heures par semaine, pour pouvoir créer de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde, parce que le progrès est là. Il faut en prendre conscience. Pas question d'accepter une politique qui finalement aboutit à des suppressions, des diminutions d'emplois. C'est quoi cette politique-là, en fait? Je vais vous dire, c'est la différence entre les libéraux et les progressistes. En fait, les libéraux se disent, considèrent le travail comme un coût. Ils considèrent que le travail est un coût pour l'entreprise, la collectivité. C'est ça la vision qu'ils ont. Nous, les progressistes, nous considérons que le travail est la richesse de l'entreprise, que le salarié, c'est lui qui est à l'origine de la richesse créée dans l'entreprise. Et donc, nous considérons qu'il faut ne pas agir sur la masse salariale comme ils le font. Le problème des 1607 heures, qui ne sont pas d'ailleurs les 35 heures, parce que les 35 heures, c'est 1554 heures par an. Le problème des 1607 heures qui nous sont présentées partout, c'est bien la volonté de réduire en fait le coût et donc de réduire le budget dédié à la masse salariale. C'est uniquement ça le projet, c'est pas de dire que c'est une anomalie ou qu'il travaille moins que les autres et c'est pas normal. Non, d'ailleurs, tout le monde devrait être aux 35 heures. D'accord, c'est noté. Thomas, le conseil départemental a perdu des compétences au profit de la région. On a même évoqué un temps sa disparition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'ADN du département? Une forme de clarification. L'ADN aujourd'hui, c'est une double vocation solidaire, sociale et humaine d'un côté, territoriale de l'autre, avec un ancrage historique, mais une recomposition des périmètres et des formes. D'un côté, nous avons assisté finalement, à partir des années 2000, à la montée en puissance d'un département Providence, dans le champ des personnes âgées dépendantes, avec le RSA, dans le champ de l'insertion, mais sur lequel il y a peu de marge décisionnelle véritable locale. Les départements agissent un peu comme des agences quasi-étatiques. Et puis de l'autre côté, c'est finalement la vocation de solidarité territoriale à l'endroit du tissu communal rural, notamment, à travers l'outil des contrats de territoire, qui permet en fait d'apporter de l'appui financier aux projets locaux, à travers l'aide technique, là où l'État s'est retiré, le département occupe. Et je dirais qu'indirectement, les Gilets jaunes, avec tout ce thème de la fracture territoriale, ont presque réassuré la vocation solidaire territoriale du département, là où les métropoles, même si elles ont à connaître des questions d'inégalité, ont plus de difficultés à travailler ce rapport, finalement, cette cohésion locale, parce que les métropoles, c'est quoi? C'est un leitmotiv d'attractivité, de compétitivité, projeté en fait sur des territoires élargis. Et donc, les Gilets jaunes réassurent un peu le département. Finalement. On reste dans cette vision du département plus proche de la ruralité, finalement. En tout cas, dans un équilibre territorial, dans une cohésion, retravaillant la question du rapport entre les foyers urbains et, je dirais, les territoires moins urbains. Alors, l'institution est souvent critiquée, taxée d'archaïsme. Elle s'est pourtant modernisée, elle a changé de visage aussi. Oui, elle a changé de visage, puisque avant l'introduction du scrutin binominal, souvent le conseiller général, il était en campagne, c'était un homme, assez âgé, on disait notable. On voit que ça a changé avec notre invité. Ça a changé parce que le premier leitmotiv, c'était d'abord une féminisation. Moins d'un conseiller général sur 7 était une femme avant. Donc là, il y a une féminisation évidente. Il y a aussi une nouvelle géographie électorale qui a rééquilibré les rapports entre l'urbain et rural,
un urbain quand même mieux représenté que par le passé, hein, en fonction de son poids démographique. Et là, vous avez presque un hiatus. C'est-à-dire que finalement, le département qui a une vocation ruraliste, vous avez des majorités comme en Ille-et-Vilaine ou comme dans le Morbihan, dont beaucoup de conseillers généraux appartiennent au territoire de l'agglomération. Et puis on observe aussi une forme de rajeunissement du personnel politique départemental. Donc oui, on a un changement, oui, on a une modernisation du personnel politique départemental. Alors quel peut être l'avenir de cette institution que l'on sent malgré tout, on l'a vu dans l'actualité, là encore récemment, fragilisée? Je ne suis pas sûr que l'avenir se joue sur la ligne statu quo, affaiblissement ou disparition. Je pense qu'on pourrait assister à une forme de différenciation territoriale, c'est-à-dire que l'avenir du conseil départemental ne sera pas le même sur l'ensemble du territoire. On le voit déjà avec les dynamiques de métropolisation. La métropole de Lyon, il faut savoir qu'elle s'est substituée sur son territoire au conseil départemental. C'est ce que voulait d'ailleurs élargir Emmanuel Macron à quelques grandes agglomérations dont Nantes. Alors pour l'instant, ça n'est pas passé. Les métropoles ordinaires comme Rennes et Brest, il y a des transferts de compétences départementales, mais qui restent assez résiduels. Il y a une forme de pacte de non-agression. Et puis, enfin, vous avez aussi des politiques de fusion territoriale. La collectivité territoriale unique de Corse. Vous avez programmé une communauté européenne d'Alsace qui va fusionner les deux conseils départementaux, Bas-Rhin et Haut-Rhin. Et en Bretagne, on sait que cette question de la collectivité territoriale unique a été posée. Elle a été défendue par l'UDB. Elle a été défendue par les écologistes. On pense aussi à Jean-Jacques Urvoas qui a défendu cette idée-là. Donc demain, c'est un peu une géométrie départementale à la carte qui pourrait se dessiner plutôt que statu quo versus, en quelque sorte, suppression. Que pensez-vous justement de cet avenir que trace Thomas? Vous êtes d'accord avec cette analyse? Les communistes, nous sommes très attachés au département, justement, de par l'histoire de sa création et le rôle qu'elle joue en matière de solidarité et effectivement de la cohésion de tout un département, la cohésion sociale de tout un département favorisant l'égalité sociale. J'ai eu une plus grande inquiétude que vous sur l'avenir des départements, notamment ce que je me rappelle avant la campagne, il était prévu de supprimer la collectivité du département quelques mois avant. Aujourd'hui, on voit des EPCI, des communautés de communes, qui prennent énormément d'importance et de plus en plus de compétences. Et donc on peut se poser la question à un moment donné, est-ce que le département va pouvoir continuer d'exister avec ces EPCI de plus en plus forts? Et on voit que ces EPCI, à l'inverse, donc ces communautés de communes qui sont devenues des mastodontes, ont technocratisé en fait l'action publique. C'est aujourd'hui, les territoires sont devenus tellement grands que la vie politique, l'action politique est aux mains des technocrates. Et c'est en cela où l'ADN est en train de se modifier sur la politique des solidarités. Voilà un peu l'analyse que je porte. Si je peux me permettre, je suis d'accord sur l'idée que l'agrandissement des intercos, qui est variable selon les départements, fragilise. Mais à contrario, l'agrandissement des régions, comme la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, réassure le département comme un échelon intermédiaire. Donc on a deux forces ici qui sont des forces centrifuges, en réalité, me semble-t-il. Oui, c'est vrai qu'on a là pour le coup des schémas différents. Merci à vous. Merci à vous, Cinderella Bernard, d'avoir accepté notre invitation. Merci Thomas pour cet éclairage sur le conseil départemental. Dimanche en politique, c'est fini pour aujourd'hui. À suivre votre journal régional. Bon dimanche à tous.